Bonjour, le sujet, la prévention de l'ostéoporose cortico-induite et plus généralement les mesures de prévention à respecter lors de l'utilisation d'une corticothérapie prolongée. Voici mes liens d'intérêt. Comme vous le savez, la corticothérapie est une arme thérapeutique utilisée de manière extrêmement fréquente. On considère que 0,5 à près de 5% des femmes après la ménopause sont sous glucocorticoïdes et les données américaines rapportent 1% de la population sous ce type de traitement. La raison de la fréquence d'utilisation sont bien sûr l'efficacité du traitement, mais aussi les nombreux domaines pathologiques dans lesquels on l'utilise. Bien évidemment, les affections rhumatologiques, la polyarthrite rhumatoïde, la PPR, le lupus, les connectivites, les affections pneumologiques chroniques comme l'asthme ou la BPCO, les MICI, les affections dermatologiques et neurologiques telles que la sclérose en plaques. La corticothérapie est un traitement efficace. C'est aussi un traitement qui a des effets indésirables et il convient de respecter un certain nombre de mesures de prévention pour limiter ces effets indésirables. La première de ces mesures de prévention étant bien sûr l'utilisation de ce traitement à la dose la plus faible possible, efficace, et le moins longtemps possible. À côté de cette règle fondamentale, il y a un certain nombre de mesures diététiques à expliquer aux malades, notamment la restriction d'apport des sucres d'absorption rapide, la limitation des apports sodés, la supplémentation en potassium lorsqu'elle est nécessaire, les apports protidiques suffisants, les apports en calcium suffisants. Il convient de prendre en charge les comorbidités que la corticothérapie pourrait favoriser. Ce sont le cas pour les maladies cardiovasculaires ou le diabète, l'arrêt du tabagisme comme autre facteur de risque. Et puis l'élément clé, c'est bien sûr la prévention de l'ostéoporose cortico-induite qui va nous occuper pour le reste de cette présentation. Les risques osseux liés à la corticothérapie ont été bien identifiés depuis de nombreuses années et nous disposons notamment d'une publication centrale dans le domaine qui est une méta-analyse publiée par Vansta et collaborateurs en 2002 dans Osteoporosis, méta-analyse qui regroupait près de 70 études, toutes réalisées au siècle passé. Qu'est-ce qu'on apprenait à travers cette méta-analyse ou qu'est-ce qu'on confirmait comme information fondamentale? La première information, comme on le voit ici, c'est que quelle que soit la dose, moins de 10 mg, 10 à 20 mg ou plus de 20 mg par jour, on a une augmentation très rapide du risque de fracture. Et ce risque de fracture intéresse les fractures non vertébrales, particulièrement pour les doses qui dépassent 7,5 mg par jour, comme on le voit sur le graphe supérieur droit. Et le risque est ensuite particulièrement important au niveau vertébral, avec un effet dose dépendant, puisque dans cette méta-analyse, on a un surrisque par rapport au risque pré-thérapeutique, à la fois pour les doses entre 2,5 et 7,5, mais aussi et surtout pour les doses au-dessus de 7,5. Et on reviendra à ces notions d'effet dose du traitement sur le risque de fracture. Quelques autres données épidémiologiques importantes, notamment celle de ce papier de Kumagai publié en 2005 sur une petite population, vous voyez 160 patientes. L'intérêt de cette étude était d'inclure des femmes avant et après la ménopause
et de mettre en avant des critères particuliers pour le risque de fracture avant la ménopause, notamment le fait qu'une dose élevée de glucocorticoïdes est un facteur de risque de fracture plus fort avant la ménopause, et qu'à l'inverse, une densité minérale osseuse basse est un facteur de risque de fracture plus faible chez les femmes avant la ménopause. C'est ce que montrent ces courbes ROC pour le problème de la dose, et c'est ce que montre cette analyse pour l'effet de la densité minérale osseuse basse. Compte tenu de ces éléments, il était important évidemment d'analyser la bonne prise en charge de cette ostéoporose cortico-induite, et notamment les mesures de prévention. Je vous cite ici un travail publié là encore au début du siècle qui avait comparé la période 95-98 à la période 2001-2003. Et vous voyez que entre ces deux périodes-là, on a une évolution très significative d'une meilleure prise en charge avec une évaluation de la densité minérale osseuse et surtout une mise sous bisphosphonate dans près de 20 à 30% des cas, particulièrement chez la femme après 50 ans. Alors, ces 30% restent bien évidemment une valeur basse, mais on était en net progrès par rapport aux années 90. Il faut souligner ici que ces chiffres se sont nettement dégradés depuis, comme ils se sont dégradés également dans le traitement de l'ostéoporose post-ménopausique. Il avait déjà à l'époque été identifié un certain nombre de freins à l'utilisation des traitements ciblés de prévention de l'ostéoporose cortico-induite, avec deux éléments dominants dans ces freins: les freins liés aux prescripteurs eux-mêmes et les freins liés aux patients. Vous voyez que ça représente près de 2/3 des freins à l'utilisation des traitements. On retrouve ensuite d'autres éléments comme l'organisation des soins, le fait que la pathologie est asymptomatique, le fait que la densitométrie a une faible sensibilité pour identifier les patients à risque, ou les freins liés aux effets indésirables des médicaments. Alors la limite des études que je viens de vous montrer, c'est que ces études sont relativement anciennes, elles datent pour la plupart de 15 à 20 ans, et qu'on a peu de données récentes sur le risque de perte osseuse et de fracture actuelle, alors que les conditions de prise en charge des maladies inflammatoires chroniques justifiant l'utilisation des glucocorticoïdes s'est beaucoup modifié avec l'avènement des traitements biologiques. La deuxième limite, c'est que les patients inclus dans les études sont le plus souvent atteints soit de rhumatisme inflammatoire, soit de maladies respiratoires. Enfin, il y a un élément qui est à toujours garder à l'esprit lorsqu'on parle d'ostéoporose cortico-induite, c'est qu'il est très difficile de dissocier le rôle propre de l'inflammation générée par la maladie chronique pour lequel on prescrit les glucocorticoïdes, des effets des glucocorticoïdes eux-mêmes, l'inflammation ayant bien évidemment un effet délétère sur le tissu osseux, et les glucocorticoïdes ayant un effet dual, un effet délétère direct, notamment par dépression ostéoblastique, mais aussi un effet bénéfique indirect en réduisant l'inflammation et par conséquent en réduisant les effets délétères de la maladie elle-même sur le tissu osseux. Donc lorsqu'on évalue le statut osseux de ces malades dans ces études de cohorte, c'est la résultante de tout cela qu'on analyse. Alors je vous ai dit qu'on avait peu de données récentes. Il se trouve que cette année, un certain nombre de publications sont parues sur le sujet, et notamment cette publication parue très récemment en ligne dans le JBMR, très intéressante puisqu'elle
regroupe plusieurs bases de données administratives. Vous voyez, près de 400 000 patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de tous les domaines, et avec une période de suivi de 2005 à 2012, c'est-à-dire incluant l'utilisation des traitements biologiques. L'autre particularité de cette étude est que les patients étaient suivis à partir du moment où le traitement par glucocorticoïdes était initié, et que l'on est donc capable, grâce à cela, d'avoir une analyse fine des durées de traitement et des doses cumulées de corticoïdes. Un petit bémol à l'analyse des résultats, c'est que bien que les populations pouvaient avoir des pathologies variées, en réalité, près de 70% d'entre eux avaient une pathologie pulmonaire. Qu'en est-il des résultats? Les résultats viennent confirmer ce que l'on savait déjà et qui persiste malgré la modification de prise en charge des malades, avec un risque de fracture qui augmente en fonction de la dose cumulée. C'est vrai pour toutes les fractures. Plus la dose cumulée augmente, plus le risque de fracture est important. C'est particulièrement vrai pour les fractures vertébrales. Et le risque augmente également en fonction de la dose, là encore avec un effet dose dépendant qui est particulièrement marqué au niveau vertébral. Je soulignerai ici le fait que le risque de fracture augmente dès la tranche 0 à 5 mg par jour, données qui avaient déjà été suggérées par des travaux précédents, et données qui soulignent bien le fait qu'il n'y a pas de seuil en dessous duquel on n'a pas d'effet délétère des glucocorticoïdes sur le tissu osseux. Dernière information importante rapportée dans cette étude, et là encore cela vient confirmer des données plus anciennes, le fait que l'augmentation du risque de fracture régresse à l'arrêt du traitement par glucocorticoïdes et revient à un niveau préthérapeutique dans un délai d'environ 1 an. Alors une fois donnés ces éléments épidémiologiques soulignant l'impact des glucocorticoïdes sur le tissu osseux et le risque de fracture qu'il est nécessaire de prendre en charge, quelles sont actuellement les recommandations françaises pour la prévention et le traitement de l'ostéoporose cortico-induite. Je vous présente ici la dernière mise à jour de ces recommandations qui date déjà de 2014 et qui avait mis autour de la table la plupart des sociétés savantes impliquées dans l'utilisation des glucocorticoïdes. Deux volets dans ces recommandations, d'une part l'évaluation du risque de fracture et d'autre part la stratégie thérapeutique. Les sujets concernés, ce sont tous les patients qui débutent une corticothérapie par voie orale pour une durée de plus de 3 mois ou recevant déjà une corticothérapie par voie orale, et ceci quelle que soit la dose de glucocorticoïdes utilisée, compte tenu des données épidémiologiques précédemment présentées. Les facteurs de risque de fracture et d'ostéoporose cortico-induite, indépendamment de la corticothérapie elle-même, ce sont les antécédents personnels de fracture qui constituent un facteur de risque majeur de nouvelles fractures chez ces patients, avec l'importance des fractures vertébrales prévalentes, très élevée, près de 35 à 40% des patients sous corticoïdes au long cours ont des fractures vertébrales prévalentes, très souvent passées inaperçues, probablement compte tenu de l'effet antalgique du traitement. L'importance relative des facteurs de risque
ce qui est mis en avant dans les données épidémiologiques, c'est que les deux facteurs dominants sont l'âge et la fracture prévalente, alors que la densité minérale osseuse n'est pas un facteur prédominant. Bien évidemment, si la valeur de densité minérale osseuse est basse, les patients sont à risque, mais la sensibilité de détection des patients à risque par la seule mesure de densité minérale osseuse n'est pas suffisante. L'évaluation morphologique du rachis, compte tenu de l'élément précédent cité, c'est-à-dire la forte prévalence des fractures vertébrales, il est important d'avoir ça à l'esprit. Les radiographies du rachis, elles ne doivent pas être réalisées de manière systématique, mais elles sont particulièrement indiquées s'il existe une perte de taille de plus de 4 cm si c'est comparé à une taille historique rapportée par le patient, de plus de 2 cm si c'est une variation de mesure de taille faite par un professionnel de santé. L'alternative, c'est le recours à la VFA, Vertebral Fracture Assessment, que l'on peut faire avec la mesure de densitométrie, dans la mesure où il s'agit d'un geste simple, non irradiant ou très peu irradiant. Il est recommandé de réaliser, si possible, cette analyse en VFA combinée à la mesure de densité minérale osseuse chez tous les patients recevant une corticothérapie depuis ou pendant plus de 3 mois à la dose supérieure à 7,5 mg par jour, ce seuil étant dicté ensuite par les conditions de remboursement des traitements. Alors pourquoi ce seuil, alors que je vous ai montré que dans les données épidémiologiques, on a mis en évidence qu'il n'y avait pas de réel seuil en dessous duquel on n'avait pas d'effet délétère, et bien parce que même s'il n'y a pas de seuil de sécurité, ce qui est quand même mis en évidence, et je vous cite à nouveau ici l'étude de Vansta, notamment au niveau vertébral, c'est qu'il existe un gradient de risque en fonction de la dose, et que le risque est particulièrement important pour les patients qui sont à des doses au-dessus de 7,5 mg par jour, ça c'est pour les vertèbres, et pour les fractures périphériques, notamment la hanche, vous voyez que là encore, ce risque il est particulièrement important et significatif après au-dessus de 7,5 mg par jour. Le corollaire de ça, c'est que les essais de phase 3 qui ont évalué l'efficacité des traitements en prévention du risque de fracture induit par les glucocorticoïdes ont inclus ces populations en fonction de la dose, et que ça aussi, ça impacte les conditions de remboursement de ces traitements. La mesure de densité minérale osseuse, elle est recommandée chez tout patient débutant ou recevant une corticothérapie orale pour une durée supérieure à 3 mois, mais je le répète, elle est insuffisante dans l'évaluation du risque de fracture. La place du FRAX, le score de l'OMS, il a une place que l'on a limitée dans nos recommandations, en sachant que la corticothérapie est un des critères du FRAX, c'est le critère numéro 8, mais que ce critère a quelques limites, puisqu'il ne prend pas en compte la dose, la durée et la période d'administration des glucocorticoïdes, et qu'il n'y a pas de validation spécifique de ce critère dans l'ostéoporose cortico-induite, puisque le FRAX a été développé avec des cohortes de sujets âgés, plutôt dans l'esprit de l'évaluation d'une ostéoporose post-ménopausique. Secondairement, les auteurs du FRAX ont proposé un FRAX ajusté sur la dose de corticoïdes, mais force est de reconnaître que cet ajustement complique beaucoup l'utilisation du FRAX, avec des valeurs majorées ou minorées de 15 ou 20% en fonction de la dose, et que ce n'est pas la logique du FRAX que d'entrer dans ce type de calcul. Voilà pour l'évaluation des patients à risque. Les données maintenant de stratégie thérapeutique.
Elle repose d'abord et avant tout sur des mesures générales, avec évidemment la recherche de la dose de corticoïdes la plus faible, privilégier les traitements d'épargne cortisonique, prendre en compte les différentes modalités d'administration de la corticothérapie, et puis les mesures de prévention dont on a cité quelques-unes précédemment, les apports en calcium suffisants, les apports en vitamine D suffisants, l'activité physique régulière, l'arrêt du tabagisme et la diminution de la consommation excessive d'alcool, l'évaluation du risque de chute, la prévention des chutes. Chez le sujet âgé, c'est un élément évidemment clé dans cette population. À qui on adresse ces mesures de prévention ou de traitement? Eh bien, à tous les patients qui ont une corticothérapie prévue ou reçue pour plus de 3 mois ou depuis au moins 3 mois. Une fois qu'on applique ces mesures générales à l'ensemble de cette population, on va ensuite distinguer deux situations: les femmes ménopausées et les hommes après 50 ans, et la population avant 50 ans. Après ménopause ou après 50 ans pour les hommes, il faut identifier 4 situations: une dose supérieure à 7,5 mg par jour, ou un antécédent de fracture de faible traumatisme, ou un âge supérieur à 70 ans, ou un test-score inférieur à moins de 0,5 à l'un des deux sites, rachis lombaire ou extrémité supérieure du fémur. Si on a l'une des 4 situations décrites, plus de 7,5, antécédent de fracture, plus de 70 ans, moins de 0,5 en test-score, après 50 ans, il convient de mettre les patients sous un traitement anti-ostéoporotique, car ce sont des patients à haut risque de fracture si on leur donne une corticothérapie au long cours. En revanche, si on n'a aucun de ces 4 éléments, la dose, l'antécédent de fracture, l'âge en dessous de 110 ans, le T-score au-dessus de moins de 0,5, eh bien c'est une petite place où l'on peut avoir recours au FRAX, plus ou moins un avis spécialisé en pathologie osseuse, en l'occurrence un rhumatologue. Et si le FRAX est au-dessus du seuil d'intervention tel qu'il est défini dans l'ostéoporose post-ménopausique, il convient de traiter les patients. Si on est en dessous de ce seuil, on ne traite pas, on en reste aux mesures générales et on réévalue le patient dans les 2 ans. Avant 50 ans, avant la ménopause, on n'a pas de données suffisamment solides pour recommander un traitement de manière globale, et l'attitude ne peut être qu'une évaluation individuelle du risque qui prend en compte les comorbidités, la sévérité de la pathologie inflammatoire sous-jacente, la dose de glucocorticoïdes nécessaire au contrôle de cette maladie inflammatoire. Ce qu'on peut simplement dire, c'est que si le patient ou la patiente a déjà une fracture de faible traumatisme au moment de son évolution, à ce moment-là, bien évidemment, il faut le mettre sous un traitement anti-ostéoporotique. Alors le choix des traitements, 2 options: le tériparatide à ma gauche, les bisphosphonates à ma droite. Le tériparatide, il peut être prescrit en première intention, et je vais y revenir, chez des patients à haut risque de fracture. Il est remboursé s'il existe au moins 2 fractures vertébrales, comme dans l'ostéoporose post-ménopausique. Les bisphosphonates, 2 molécules à notre disposition, l'acide zolédronique et le risédronate. L'alendronate n'a pas l'AMM à la dose, n'est pas commercialisé à la dose disponible en France. Alors l'efficacité du tériparatide a très bien été démontrée dans une étude randomisée de 36 mois en double aveugle, comparant le tériparatide à 20 microgrammes par jour à l'alendronate 10 mg par jour. Et ce qui a été mis en évidence dans cette étude, c'est qu'il y avait significativement moins de fractures vertébrales radiographiques dans le groupe traité par tériparatide
comparé au groupe traité par alendronate. Et cette différence était également significative si on ne s'intéressait qu'aux fractures vertébrales cliniques, en sachant bien évidemment, vous le voyez ici, que le nombre d'événements est très faible, mais la population est également relativement réduite puisqu'on n'avait que 200 patients par groupe. Les bisphosphonates, ils ont d'abord démontré leur intérêt à stabiliser ou améliorer la densité minérale osseuse dans les populations traitées, contre placebo ou contre comparateur actif, et c'est grâce à ces études qu'ils ont obtenu leur AMM et leur remboursement dans cette indication. Mais on a des données d'autres études de vraie vie qui viennent confirmer l'intérêt de ces bisphosphonates et démontrer leur capacité à réduire le risque de fracture chez les patients traités. Je vous cite ici deux études. La première, publiée cette année dans le JBMR, qui reprend 3 cohortes de cas témoins appariés avec des patients âgés de plus de 66 ans qui reçoivent une corticothérapie suffisamment prolongée. Et ces patients reçoivent en même temps un bisphosphonate dans cette étude, alendronate, éthydronate. Vous voyez que la période d'analyse remonte à 98. On avait encore ce bisphosphonate de première génération à disposition, et risedronate. Et ce qu'on observe dans cette étude cas témoin, c'est qu'on a bien une réduction significative de l'incidence des fractures de hanches et de vertèbres dans le groupe exposé au bisphosphonate par rapport au groupe recevant seulement des glucocorticoïdes, pour l'alendronate comme pour le risedronate. On avait, à titre de comparaison, pas de réduction dans le groupe éthydronate, au moins pour les fractures de hanche, alors qu'on observait un effet au niveau vertébral. Autre étude, autre modalité d'analyse des données. Il s'agit cette fois d'un sous-groupe d'une grande cohorte d'une population de femmes âgées de plus de 65 ans qui recevaient de l'alendronate ou du risedronate, et dans ce sous-groupe particulier qui recevait en même temps une dose cumulée de glucocorticoïdes au moins égale à 450 mg de prednisone équivalent dans les 90 jours qui encadraient l'inclusion dans la cohorte, c'est-à-dire globalement une dose de l'ordre de 5 mg par jour pendant plus de 3 mois. L'analyse se faisait cette fois-ci non pas par rapport à un groupe témoin, mais par rapport aux 3 mois suivant la mise sous bisphosphonate par rapport aux 12 mois suivants, en considérant que au cours des 3 premiers mois suivant l'introduction des bisphosphonates, on ne pouvait pas mesurer d'effet de ces traitements et que l'incidence de fracture dans cette période correspondait donc à l'incidence pré-thérapeutique. Donc en comparant la période 3 à 15 mois par rapport à 0 à 3 mois, on observait, comme dans l'analyse précédente, une réduction significative avec l'alendronate et le risedronate du risque de fracture non vertébrale, vous voyez, près de 30% pour les deux groupes, comme pour les fractures vertébrales, vous voyez, de l'ordre de 50 à 60%. Les durées des traitements, on manque de données pour avoir des recommandations formelles sur la durée des traitements, puisqu'on a une expérience clinique de l'ordre de 2 ans dans les essais de phase 3 ou de 36 mois pour le tériparatide. La recommandation est donc un accord professionnel.
Et on considère que chez les femmes ménopausées avec fracture par fragilité osseuse ou ostéoporose densitométrique, les recommandations sont celles de la prise en charge de l'ostéoporose post-ménopausique, c'est-à-dire un traitement pendant 3 à 5 ans, puis une réévaluation pour décider d'interrompre ou de poursuivre le traitement. Et pour les autres patients, la nécessité de réévaluer l'indication de traitement tous les 2 ans. Les données de suivi, elles reposent sur la clinique qui doit comporter des mesures de la taille régulière, au moins annuelles, l'évaluation de l'adhésion au traitement des patients, l'évaluation de la bonne tolérance des traitements. Le suivi peut comporter aussi l'analyse des mesures de densitométrie sous traitement avec une mesure annuelle pendant les 2 premières années si les patients ne sont pas traités. Puis ensuite, le rythme est adapté à l'évolution de la densitométrie, à la dose de corticoïdes utilisée, au contrôle de la maladie sous-jacente. L'évaluation morphologique du rachis, en dehors de la mesure de taille, s'il existe des rachialgies ou s'il existe une perte de taille, il convient soit de faire une nouvelle VFA, notamment si on avait un élément de comparaison, soit de faire des radiographies. Comme vous le voyez, il s'agit à nouveau d'accords professionnels. Les critères d'arrêt du traitement, on considère, là encore dans le cadre d'un arrêt professionnel, que pour interrompre un traitement de prévention d'ostéoporose cortico-induite, il faut l'ensemble des éléments suivants. Pas de nouvelles fractures sous traitement, une dose d'équivalent prednisone inférieure à 7,5 mg par jour, pas de nouveaux facteurs de risque, un contrôle optimal de l'activité de la maladie, une densité minérale osseuse stable, c'est-à-dire pas de baisse supérieure à 0,03 g par cm². La tolérance des traitements, on se repose beaucoup sur les essais faits dans des populations très larges dans l'ostéoporose post-ménopausique, parce qu'il faut bien le dire, les essais cliniques conduits sur les patients sous glucocorticoïdes sont faits sur des effectifs faibles avec des durées courtes. Ce qu'on sait, c'est que dans ces essais-là, la tolérance est habituellement comparable aux essais dans l'ostéoporose post-ménopausique. Il convient de bien informer les patients des risques des traitements. C'est la règle pour l'introduction de n'importe quel traitement. Et il faut bien évidemment faire une mention particulière pour les événements indésirables rares qui existent avec les bisphosphonates, mais qui sont un peu majorés dans le cadre de l'utilisation de glucocorticoïdes, c'est-à-dire les ostéonécroses de mâchoire et les fractures atypiques fémorales. Ce qu'on peut dire globalement, c'est que la balance bénéfice-risque des traitements de prévention de l'ostéoporose cortico-induite est évidemment favorable à condition qu'on les réserve aux sujets à risque de fracture. En conclusion, quelques messages clés à retenir de cette présentation. Il y a 4 situations à haut risque qui sont bien identifiées chez la femme après la ménopause et l'homme au-dessus de 50 ans qui doivent justifier de la mise sous un traitement spécifique de prévention de l'ostéoporose cortico-induite, c'est-à-dire le tériparatide ou les bisphosphonates, acides zolédroniques, risédronate. Ce sont les situations soit avec l'utilisation de prednisone à plus de 7,5 mg par jour, ou les situations avec un antécédent de fracture de faible traumatisme, ou un âge supérieur à 70 ans, ou un T-score inférieur à moins 2,5 à l'un des 2 sites mesurés. Avant la ménopause, avant 50 ans, l'évaluation du risque, elle doit être individuelle et la décision de mise sous ce type de traitement est là encore individuelle. Enfin, la balance bénéfice-risque de ces traitements est favorable à condition qu'on les propose à des sujets à risque de fracture élevé.
Je vous remercie.